L'Eurovision traverse-t-elle une crise sans précédent ? Plus de 1100 artistes appellent au boycott, 5 pays se sont retirés du concours pour contester la participation d'Israël. Bref, l'Eurovision vacille. Pourtant, lors de sa création en 1956 par l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, une alliance mondiale de médias de service public, le projet était d'unir et de rassembler par la culture au-delà des divergences politiques. Mais ce concours musical a toujours été le miroir des tensions géopolitiques, bien qu'il soit officiellement apolitique. Alors, pourquoi cette édition 2026 marque-t-elle une rupture par rapport aux années précédentes ? Alors les crises de ce type ne sont pas nouvelles. Par exemple, dans les années 60, la participation de l'Espagne et du Portugal ont été contestées. En 64, par exemple, au Danemark, il y a une personne qui est entrée sur scène avec un panneau « Boycott Franco et Salazar ». Donc il n'a pas fallu attendre la participation d'Israël à l'Eurovision. Cependant, c'est vrai qu'il y a parfois des effets de boycott ou de tensions extrêmes entre pays aux rivalités historiques. Par exemple, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie, la Grèce et la Turquie. En 75, la Turquie fait son entrée dans le concours, la Grèce se retire. En fait, ce qui est inédit et qui remet en question en fait l'UER, qui est en train de provoquer depuis maintenant 2024 des dommages réputationnels importants à cette organisation et à ce concours, c'est vraiment l'ampleur inédite et systémique de la crise. Et on n'est pas face à des pays entre guillemets qui pourraient paraître d'un point de vue franco-centré, je dis bien entre guillemets secondaire, c'est-à-dire l'Arménie ou autre, mais face à des pays qui sont structurellement dans l'ADN de l'Eurovision, donc notamment Pays-Bas et puis donc l'Espagne, l'un des 5 plus gros contributeurs financiers à l'UER. Ce qui s'est joué lors de l'Assemblée générale en novembre dernier de l'UER, en fait la question de l'exclusion d'Israël n'a pas été discuté, puisqu'en fait ce qui a été discuté en premier et qui a en tout cas fait texte de loi, c'est cette réforme des règles et du règlement, par exemple limité de 20 à 10 votes par personne. Et le contexte, il est important pour comprendre pourquoi, parce qu'on pourrait se dire oui et donc. Le contexte est le suivant, c'est-à-dire qu'il y a eu des faisceaux de preuves, à la fois rapportés par des médias, mais aussi par l'UER elle-même, via une enquête interne, qui ont montré qu'il y a eu une stratégie systémique d'influence de la part d'Israël par les réseaux des ambassades pour appeler les diasporas à voter, d'une part, et d'autre part, via l'achat d'espaces ou de publicités sponsorisées par le ministère des Affaires étrangères pour inciter, en tout cas, à voter pour la candidate israélienne. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, pour cette Assemblée générale de l'UER, et c'est assez intéressant à évoquer dans notre questionnement sur est-ce que ce concours est politique ou pas, pour moi, la réponse est oui. Et pour Israël, a priori, la réponse est oui aussi, puisque le président Herzog s'est mobilisé pendant plusieurs semaines avec une task force diplomatique pour inciter, justement, certains États et leurs audiovisuels publics à voter en faveur des réformes proposées par l'UER. Donc ce faisceau concordant d'indices, il est assez intéressant pour comprendre justement ces jeux de mise en scène entre un apolitisme déclaré et derrière des stratégies d'influence ou de lobbying pour peser sur l'évolution de l'Eurovision.